Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de correction d'exercices de chimie niveau seconde. Nous allons travailler sur un total de 16 exercices sur la partie du programme Transformation de la matière. Vous pouvez d'ailleurs télécharger les énoncés dans la description de la vidéo et résoudre les exercices par vous-même avant de visualiser la correction. Il y aura donc 3 feuilles d'exercices, la première étant composée de 6 exercices dédiés aux transformations physiques. La seconde feuille concernera les transformations chimiques, il y aura alors 5 exercices. Et pour la troisième feuille, nous aurons de nouveau 5 exercices, cette fois-ci sur les transformations nucléaires. Et commençons tout de suite par corriger la première feuille sur le premier type de transformation de la matière, les transformations physiques. Dans le premier exercice, on nous propose deux situations. La première où l'on chauffe du saccharose jusqu'à obtenir du caramel, et la seconde où l'on met du saccharose dans l'eau pour le faire disparaître. On nous demande d'identifier quel cas correspond à une fusion et quel cas correspond à une dissolution. Donc dans le cas de la fusion, la matière absorbe de l'énergie thermique pour changer d'état, les particules passant ainsi de l'état solide à l'état liquide. C'est ce qui se passe lorsqu'on chauffe le sucre alimentaire solide pour obtenir une pâte visqueuse de caramel. Il s'agit donc du cas de la fusion. Quant à la dissolution, il s'agit en fait de dissoudre un solide, que l'on appelle le soluté, dans un solvant. Les particules de solide, elles vont en fait se séparer et venir s'intercaler entre les particules du solvant. Elles sont toujours présentes, mais elles sont devenues invisibles à l'œil nu. Donc lorsque l'on met du saccharose dans l'eau et qu'il disparaît, entre guillemets, il s'agit d'une dissolution. On souhaite maintenant, pour un second exercice, écrire une équation de transformation. Et en l'occurrence, celle qui se produit lorsque l'acide oléique de formule C18H34O2 se fige. Et pour une transformation physique, les entités chimiques, que ce soit des ions, des molécules ou des atomes, ils ne sont pas modifiés. Seul l'état de la matière, l'agencement des particules va être modifié. On notera donc l'entité chimique de la même manière de chaque côté de la flèche représentant la transformation, en faisant apparaître entre parenthèses les états de la matière avant et après la transformation. Ici, l'acide oléique se fige. Nous passons donc de particules qui sont légèrement en mouvement à des particules fixes, donc de l'état liquide à l'état solide. C'est bien une transformation de solidification. Et pour noter notre équation de transformation physique, nous écrivons donc la formule brute de l'acide oléique, C18H34O2, de part et d'autre de la flèche, en mettant avant la flèche un petit L pour signifier que les molécules étaient à l'état liquide avant la transformation, et après la flèche, nous mettons un petit S pour signifier que suite à la solidification, les molécules se retrouvent à l'état solide. Passons au troisième exercice, un exercice plus complet qui va nous permettre de revoir tout le cours sur les transformations physiques. Et ici, nous allons parler de la transformation physique de l'éthanol. On va commencer d'ailleurs par un graphique du temps en fonction de la température sur lequel nous allons devoir placer quelques mots de vocabulaire liés aux transformations physiques. Intéressons-nous à la première transformation qui évoque ce graphique, la fusion, qui pour l'éthanol intervient lorsque la matière est à une température de moins 114 degrés Celsius. Notons donc dans le cadre sur l'axe des températures, moins 114 degrés Celsius dans le cadre inférieur. Et sur la flèche alignée avec cette température, là où la courbe présente un palier durant lequel l'éthanol va changer d'état, on inscrit la transformation de fusion. Donc une transformation de fusion durant laquelle la matière va se retrouver sous deux états en même temps. Une partie sera toujours à l'état solide, tandis qu'une partie de l'éthanol sera déjà passée à l'état liquide. On inscrit donc dans le cadre, en dessous des particules agencées des deux manières différentes, liquide plus solide. Avant cette transformation, la matière se trouvait simplement à l'état solide, donc avec des particules liées entre elles et organisées suivant une structure cristalline. Suite à cette transformation, on va retrouver l'éthanol à l'état liquide, donc avec des particules toujours proches les unes des autres, mais désorganisées et en faible mouvement. Passons maintenant à la deuxième transformation de l'éthanol que l'on peut identifier sur ce graphique,
la transformation de vaporisation. Donc pour l'éthanol, cette vaporisation, comme c'est dit dans l'énoncé, elle va s'effectuer à 79 degrés Celsius. On inscrit donc dans le cadre supérieur, sur l'axe des températures, 79 degrés Celsius. Et on place sur la flèche où l'on observe un second palier de température, la transformation de vaporisation. C'est une transformation pendant laquelle la matière va de nouveau se retrouver sous deux états pendant un certain moment, l'état liquide et l'état gazeux. On inscrit donc dans le cadre, sous les particules représentées dans ces deux états, la mention liquide plus gaz. Enfin, une fois cette transformation physique effectuée, lorsqu'on aura passé le palier de température de 79 degrés Celsius, l'éthanol se retrouvera simplement à l'état gazeux. Donc avec des particules qui seront très éloignées les unes des autres, qui ne seront plus du tout liées et qui se déplaceront très vite dans l'espace qui leur est offert. Donc on a pu le voir sur le dessin de la courbe, et nous l'avions d'ailleurs dit dans le cours, l'état où les particules sont le moins ordonnées, c'est l'état gazeux, pour répondre à la question 2. Les particules, à ce moment-là, ne sont plus du tout liées et elles se déplacent rapidement. Troisième question, on souhaite savoir quels sont les états de l'éthanol durant la vaporisation. Vous avez donc aussi répondu à cette question si vous avez correctement complété le graphique. Lorsque la matière est en train de se transformer, lorsqu'il y a une transformation de vaporisation, les particules, elles vont s'éloigner petit à petit les unes des autres. Une partie de la matière sera toujours à l'état liquide et le reste sera déjà à l'état gazeux. L'éthanol est donc à l'état liquide et gazeux durant la vaporisation. Passons à la quatrième question. Nous allons maintenant calculer des énergies. On nous donne ici l'énergie massique de vaporisation de l'éthanol qui est de 843 kJ par kilogramme. Et on va vouloir déterminer dans un premier temps la quantité d'énergie thermique nécessaire, grand Q, pour vaporiser 100 g d'éthanol. Donc en utilisant la relation que nous avons vue dans le cours, Q est égal à M fois L de transformation. Ici ce sera L vap puisqu'il s'agit d'une transformation de vaporisation. Attention à la masse qui dans l'énoncé nous est donnée en grammes et qui doit être mise en kilogrammes pour pouvoir appliquer cette relation. Donc soit on est à l'aise avec les conversions et on écrit directement que cette masse de 100 grammes vaut 0,1 kg, soit on est à l'aise avec la calculatrice scientifique et on écrit cette masse de 100 grammes comme étant 100 fois 10 puissance moins 3 kg. Et deuxième chose, nous avons vu dans le cours que la relation, elle pouvait être donnée avec des joules par kilogramme pour l'énergie massique et des joules pour l'énergie thermique Q. Ici, il faut donc que notre énergie massique de transformation, qui est donnée en kilojoules par kilogramme, soit convertie en joules par kilogramme. Et si notre énergie massique de vaporisation vaut 843 kJ par kilogramme, alors elle vaut en fait 83 000 joules par kilogramme, puisque 1 kJ, c'est en effet 1000 joules, ou bien 10 puissance 3 joules. Finalement, notre énergie nécessaire, Q, pour vaporiser 100 g d'éthanol, elle est de 84 300 joules. Qu'en classe de seconde, on peut écrire en écriture scientifique, en laissant 3 chiffres significatifs dans ce cas-là, à savoir 8,43 fois 10 puissance 4 joules. C'est la même chose. Maintenant, ici, il était également possible de laisser l'énergie massique de vaporisation telle qu'elle nous était donnée, en kilojoules par kilogramme, mais à ce moment-là, le résultat que nous aurons obtenu, il sera en kilojoules. En effet, si on multiplie des kilogrammes par des joules kilogrammes moins 1, les kilogrammes vont s'annuler avec les kilogrammes moins 1, et il nous restera bien des kilojoules pour l'énergie thermique grand Q. Donc en laissant la valeur de l'énoncé en kilojoules par kilogramme, on obtient pour l'énergie 8,43 fois 10 puissance 1 kilojoules en écriture scientifique. Ou bien 84,3 kilojoules, c'est la même chose. Donc l'énergie nécessaire pour vaporiser 100 g d'éthanol, c'est 84,3 kilojoules. Passons à la question petit b et rappelons un petit peu ce que nous avons vu dans le cours en énonçant les valeurs des énergies massiques de transformation pour l'eau. Mais pour toutes les espèces chimiques, cela va fonctionner pareil.
l'énergie nécessaire pour liquéfier 1 kg d'une espèce chimique, elle est la même en valeur absolue que l'énergie nécessaire pour vaporiser 1 kg de cette même espèce. Par contre, pour les transformations exothermiques, où la matière libère de l'énergie, il faut placer un coefficient négatif devant cette valeur. Donc si pour l'éthanol, l'énergie massique de vaporisation c'est 843 kJ par kilogramme, comme cela nous est dit dans l'énoncé, l'énergie massique de liquéfaction, L indice liq, pour l'éthanol sera de moins 843 kJ par kilogramme. Passons à la question 5, où on nous dit à présent que la liquéfaction d'une certaine masse petit m d'éthanol s'accompagne d'une perte de chaleur et que le Q vaut moins 250 kJ. On souhaite déjà expliquer le signe de Q et dire si la réaction est exothermique ou endothermique. Donc en fait, le signe de notre énergie thermique Q est négatif puisque la matière perd de la chaleur qui va se dissiper vers le milieu extérieur. Et puisque la transformation libère de l'énergie vers le milieu extérieur, comme nous l'avons vu dans le cours, il s'agit d'une transformation exothermique. Deuxième partie de la question 5, nous souhaitons maintenant trouver quelle est la masse petit m d'éthanol qui s'est liquéfiée au cours de cette transformation. Nous allons reprendre notre relation qui relie nos trois grandeurs, sachant que cette fois, c'est bien la masse petit m que nous cherchons. Isolons donc notre petit m en passant l'énergie massique de transformation de l'autre côté. Elle se retrouve au dénominateur et finalement on a petit m qui est égal à Q sur LT. Ici notre LT, notre énergie massique de transformation, ce sera finalement L indice liq puisqu'il s'agit d'une transformation de liquéfaction. Et nous allons donc diviser l'énergie thermique qui ici est de moins 250 kJ pour cette transformation par l'énergie massique de liquéfaction, qui pour l'éthanol est de moins 843 kJ par kilogramme, comme nous l'avions dit à la question 4b. Pas besoin de faire de conversion ici, si on laisse notre énergie en kilojoules et notre énergie massique en kilojoules par kilogramme, on aura bien un résultat en kilogrammes pour la masse, au vu de l'analyse dimensionnelle suivante. Et en divisant moins 250 par moins 843, on obtient 0,297 kg pour la masse d'éthanol qui s'est liquéfiée au cours de cette transformation. On laissera ici 3 chiffres significatifs au résultat, étant donné que les données de l'exercice nous sont fournies avec 3 chiffres significatifs également. Attention ici au 0, lorsqu'il est placé avant la virgule, on ne le compte pas comme un chiffre significatif, contrairement à lorsqu'il est placé après la virgule. Juste pour conclure sur cet exercice, la masse d'éthanol qui s'est liquéfiée au cours de cette transformation, elle est de 0,297 kg, ce qui correspond à 297 g pour répondre complètement à l'énoncé. Passons à l'exercice suivant où nous allons cette fois étudier les transformations physiques du cyclohexanol. Nous avons une nouvelle fois une courbe nous présentant l'évolution de la température au cours du temps. Pour la première question, on souhaite justement interpréter ce graphique en précisant l'état physique du cyclohexanol sur les portions horizontales de la courbe. Sur cette courbe, on va finalement retrouver deux portions horizontales qu'on appelle communément les paliers de température. C'est donc une période de temps durant laquelle la température reste constante, la température de la matière reste constante, ce qui fait que notre courbe à ces endroits, elle est bien horizontale. Et chacune de ces portions horizontales va correspondre en fait à un changement d'état de la matière. La première portion horizontale à 25 degrés correspond à la température de fusion, la température où la matière change d'état. Au-dessus de 25 degrés, toute la matière sera à l'état liquide. Et en dessous, une température inférieure à 25 degrés Celsius, toute la matière serait alors à l'état solide. Mais sur ce palier de température, la matière, lors de la fusion, se trouve sous les deux états, une partie liquide et une partie solide.
Et sur la chacune de ces deuxième portions portion horizontales horizontale va correspondre correspondre en fait à un 160 changement degrés d'état Il de la s'agit matière. du palier La de première portion température de horizontale à la 25 degrés vaporisation, correspond à la durant température lequel la de matière fusion. change La d'état pour se température retrouver où la à l'état matière gazeux. change Et pendant un certain d'état. moment, sur ce palier de Au-dessus température, de 25 donc, degrés, on retrouve la toute la matière matière à l'état sera liquide à l'état et liquide. à l'état Et gazeux. au-dessous, en même une temps. température inférieure à 25 degrés Celsius, toute la matière serait alors à l'état solide. Mais sur ce palier de température, la matière, lors de la fusion, se trouve sous les deux états, une partie liquide et une partie solide. Dans la deuxième question, on souhaite identifier le sens du transfert thermique et en déduire la nature des transformations physiques. Ici, si on regarde en fonction du temps, on remarque que plus le temps passe, plus la température du cyclohexanol augmente. Donc en réalité, la matière va absorber de l'énergie thermique au cours du temps et sa température va augmenter. Elle passe de l'état solide à l'état liquide lors du premier palier, puis de l'état liquide à l'état gazeux lors du second palier. L'énergie thermique va donc au cours de ces deux transformations pénétrer dans la matière. Et pour répondre à la question, lors de la première transformation de fusion, le transfert thermique s'effectue du milieu extérieur vers la matière. Et concernant le sens de la seconde transformation, celle de vaporisation, c'est la même chose. La chaleur va du milieu extérieur vers la matière. Par conséquent, ces deux transformations de changement d'état qu'on lit sur le graphique, elles sont endothermiques, puisque la matière absorbe de la chaleur. Si on avait une courbe où la température du cyclohexanol baisse au cours du temps, alors on serait dans le cas où la matière libère de l'énergie thermique vers le milieu extérieur. Et nous aurions des transformations exothermiques. Mais ce n'est pas le cas ici, on voit bien que notre courbe est en train de monter, et donc pour répondre à la question 2, puisque nous sommes dans le cas d'une courbe où la température croît, la matière absorbe de la chaleur et les transformations sont endothermiques. Passons à la question 3, où on nous demande en justifiant de dire si deux propositions sont exactes. La première de ces propositions étant le cyclohexanol est un corps pur. Donc si on s'intéresse à un bout de matière, il va s'agir d'un corps pur s'il est constitué d'une seule espèce chimique. En revanche, il va s'agir d'un mélange si le bout de matière est composé de plusieurs espèces chimiques. C'est ce que nous avions vu dans le premier chapitre de l'année. Or, dans ce premier chapitre, nous avions également vu que chaque espèce chimique, elle possède des températures de changement d'état qui lui sont propres. Par exemple, si on pense à un mélange d'éthanol et d'eau, qui sont deux espèces chimiques que nous avons déjà étudiées, que ce soit dans le cours ou dans les exercices précédents, eh bien l'éthanol a une température de fusion de moins 114 degrés Celsius. Nous aurions donc une courbe avec un premier palier de température à moins 114 degrés Celsius, durant lequel une partie de notre mélange va passer à l'état liquide. Et cela ne concernera pas les molécules d'eau, qui resteront bien organisées à l'état solide, puisque la fusion de l'eau intervient bien plus tard. En effet, c'est seulement à 0 degré Celsius, lors d'un second palier de température, que la partie eau de notre mélange va commencer à devenir liquide. Nous aurons à ce moment-là de l'eau à l'état liquide et de l'eau à l'état solide, tandis que l'éthanol, lui, sera totalement à l'état liquide. Puis une fois qu'on a passé ce palier de 0 degré Celsius, tout notre mélange sera liquide, avec des particules toujours liées, mais désorganisées. Et une fois la température des 79 degrés Celsius atteinte, nous aurons un nouveau palier de température, celui de la vaporisation de l'éthanol, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent. Et certaines particules d'éthanol vont se retrouver à l'état gazeux. Passé ce palier, l'éthanol sera totalement devenu gazeux, tandis que l'eau sera toujours sous la forme liquide. Ce n'est en effet qu'à la température de 100 degrés Celsius, dans des conditions de pression atmosphérique normale, que l'eau va commencer à s'évaporer. Le palier de température de vaporisation de l'eau se situe en effet à 100 degrés Celsius. Et au-delà de cette température, tout notre mélange se sera finalement évaporé.
Mais si on regarde attentivement la courbe d'évolution de la température de notre mélange au cours du temps, on observe finalement 4 paliers de température pour un mélange de deux espèces chimiques. Donc 2 paliers pour chacune des espèces chimiques. Et finalement, si on reprend la courbe du cyclohexanol, on observe seulement 2 paliers de température. Une pour la fusion du cyclohexanol et une pour sa vaporisation. Et puisque la courbe ne présente que 2 paliers de température et que chaque espèce a 2 paliers de température, le cyclohexanol n'est composé que d'une espèce chimique. Autrement dit, c'est bien un corps pur et l'affirmation est correcte. Passons à la seconde affirmation de la question 3. On nous dit cette fois que l'agitation des molécules du cyclohexanol est plus importante à 30 degrés Celsius qu'à 0 degrés Celsius. Si on lit bien la courbe qui nous est fournie pour le cyclohexanol, la fusion n'intervient qu'à 25 degrés Celsius. Donc avant cela, à 0 degrés Celsius, il est toujours à l'état solide. Ces particules sont à ce moment-là fortement liées, très proches les unes des autres et immobiles. Elles sont d'ailleurs rangées dans ce que l'on appelle une structure cristalline. Par contre, à 30 degrés Celsius, on est au-dessus du palier de fusion. Le cyclohexanol est alors totalement à l'état liquide. Et à ce moment-là, les particules elles sont toujours liées, mais plus faiblement. Elles restent proches les unes des autres, mais elles sont en mouvement. Elles sont donc en effet plus agitées à la température de 30 degrés qu'à la température de 0 degrés Celsius. Et l'affirmation B est elle aussi correcte. Pour le cinquième exercice, nous allons étudier l'eau comme espèce chimique. Et nous allons notamment parler d'un lac gelé. On souhaite déjà rappeler ce qu'est l'énergie massique de solidification. Donc l'énergie massique de solidification, c'est une grandeur que nous avons définie dans notre relation reliant l'énergie avec la masse. C'est le grand L indice petit s pour une transformation de solidification et qui s'exprime en joules par kilogramme. On peut en réalité la définir comme l'énergie nécessaire pour solidifier 1 kg de matière. Par exemple, pour l'eau, Ls vaut moins 334 kJ par kilogramme. Cela signifie que pour qu'un kilogramme d'eau se solidifie, il faut que la matière cède 334 kJ. Le signe moins est ici présent pour bien signifier que lors d'une solidification, la matière doit perdre de l'énergie thermique. Passons à présent à la question 2 où l'on souhaite calculer le volume en mètres cubes de glace qui se forme sur le lac. Donc sachant que ce lac a une superficie de 1,16 km² et que l'épaisseur de la glace est de 20 cm. On souhaite un résultat en mètres cubes, on va convertir donc toutes nos valeurs en mètres carrés pour la surface et en mètres pour l'épaisseur. Déjà pour notre surface qui correspond à 1,16 km², c'est donc une aire. Et pour convertir une aire de km² en mètre carré, il ne faut pas oublier que nous avons 2 cases par unité, en raison du carré justement. Donc 1,16 km², cela équivaut à une aire de 1 160 000 m². Mais ce n'est pas tout, on sait que notre lac, lorsqu'il a gelé, il a gelé sur une épaisseur de 20 cm. Il va donc falloir, pour trouver notre volume, multiplier l'aire de notre lac par son épaisseur. Et bien sûr, puisque l'on veut des mètres cubes, nous allons multiplier des mètres carrés par des mètres. Nous multiplions donc notre aire en mètres carrés par 0,2 mètres. Nous obtiendrons ainsi un volume de 232 000 mètres cubes, que l'on peut pourquoi pas écrire en écriture scientifique pour ne pas avoir un si grand nombre, 2,32 fois 10 puissance 5 mètres cubes. On souhaite pour la suite calculer la masse de glace qui s'est formée. Donc on vient de calculer à la question précédente le volume de glace formé. Une relation qu'on a vue au début de l'année et qui relie la masse au volume, c'est celle de la masse volumique ρ, qui est égale à la masse divisée par le volume. Et donc cela tombe bien puisque la masse volumique de l'eau, ρ, nous est fournie dans l'énoncé. Elle vaut 9,2 fois 10 puissance 2 kg par mètre cube. Et nous connaissons le volume que nous venons de calculer à la question 2.
Si nous connaissons deux des trois grandeurs de notre équation, nous allons facilement pouvoir trouver la troisième. Isolons le petit n que nous cherchons en passant le v de l'autre côté. Il était au dénominateur, il va se retrouver multiplié au ρ. Finalement, notre masse de glace, elle est égale à la masse volumique de l'eau fois le volume du lac. Et en faisant l'application numérique, on trouve que notre masse de glace, elle est de 2,1 fois 10 puissance 8 kg. On pourra ici ne laisser que deux chiffres significatifs, vu que la donnée de la masse volumique retenue dans l'énoncé nous est fournie avec seulement deux chiffres significatifs, le 9 et le 2. Donc notre masse obtenue, elle est bien en kilogrammes, puisqu'on a multiplié des kilogrammes mètres moins 3 pour la masse volumique, avec des mètres puissance 3 pour le volume. Les mètres cubes s'annulent avec les mètres puissance moins 3, et il nous reste bien des kilogrammes pour la masse. On souhaite finalement calculer la chaleur Q que l'eau liquide a dû fournir au milieu extérieur lors de la solidification. Nous avions calculé la masse à la question précédente et l'énergie massique de solidification nous est fournie dans l'énoncé. Nous allons donc facilement pouvoir calculer notre énergie thermique grand Q. En effet, appliquons simplement la formule vue dans le cours et multiplions la masse obtenue à la question 3 en kilogrammes par la valeur de l'énergie massique de solidification de l'eau, qui est donnée en kilojoules par kilogramme, qui vaut moins 334, pour finalement obtenir une énergie thermique fournie par l'eau au milieu extérieur, lors de la solidification, qui est de moins 7,1 fois 10 puissance 10 kilojoules. Attention, nous avions multiplié des kilogrammes par des kilojoules par kilogramme. Il nous restera donc bien des kilojoules pour exprimer notre énergie thermique. Et pour terminer cet exercice et commenter le signe obtenu pour notre énergie thermique grand Q, nous en avons déjà parlé, le signe est négatif car l'eau libère ou perd cette quantité d'énergie qui va se répandre dans le milieu extérieur. Passons au dernier exercice sur la fusion du fer. Donc cette fois-ci, nous allons étudier un corps pur simple. On souhaite dans un premier temps écrire l'équation de transformation physique de fusion du fer. La fusion, on le rappelle, c'est le passage de la matière de l'état solide à l'état liquide. Et pour une transformation physique, les entités chimiques n'étant pas modifiées, on les écrit de part et d'autre de la flèche représentant la transformation, avec en indice l'état de la matière avant à gauche et celui de la matière après la transformation à droite. Donc pour le fer, qui est un corps pur simple, nos entités chimiques ne sont autres que des atomes de fer, auxquels on met en indice petit s pour signifier que les particules se trouvaient à l'état solide avant la transformation, et on met un indice petit l pour l'atome de fer après la transformation pour signifier que le fer est devenu liquide suite à la fusion. On souhaite à la question 2 calculer l'énergie thermique Q2 transférée lors du changement d'état du fer. Donc, commençons à en avoir l'habitude. Nous allons reprendre notre relation permettant de calculer l'énergie thermique grand Q en multipliant la masse de fer qui nous est donnée dans l'énoncé et qui vaut ici 160 tonnes par l'énergie massique de fusion du fer qui, elle, vaut 270 kJ par kilogramme. Attention à bien convertir la masse qui nous est donnée en tonnes dans l'énoncé que l'on doit mettre en kilogrammes dans cette relation, étant donné que l'énergie massique de fusion est donnée en kilojoules par kilogramme. Donc je vous rappelle qu'une tonne, c'est 1000 kg, ou bien 10 puissance 3 kg. Nous avons donc pour notre application numérique 160 fois 10 puissance 3 fois 270. Et nous obtenons finalement une énergie Q2 qui vaut 4,32 fois 10 puissance 7 kJ. Notre résultat est bien en kilojoules puisque nous avions laissé l'énergie massique de fusion en kilojoules par kilogramme. Si nous avions converti au préalable notre énergie massique de changement d'état en joules par kilogramme, nous aurions obtenu un résultat en joules. Nous aurions alors obtenu 4,32 fois 10 puissance 10 joules. À la troisième question, on cherche maintenant à calculer l'énergie que doit fournir un four électrique pour faire fondre 160 tonnes de fer. Attention, ici, il ne faut pas foncer et bien lire l'énoncé.
On vient de calculer l'énergie thermique Q2 qu'il est nécessaire d'apporter à la matière pour que le changement d'état s'opère. Cependant, ce changement d'état, il ne peut s'opérer que lorsque la température du fer elle a atteint 1535 degrés Celsius. Le four doit donc au préalable chauffer le fer jusqu'à cette température de 1535 degrés Celsius en fournissant une énergie Q1 de 1,1 fois 10 puissance 11 joules. Puis, il doit fournir à la matière l'énergie nécessaire pour qu'elle passe de l'état solide à l'état liquide, à savoir l'énergie Q2 que nous venons de calculer. Donc, nous prendrons la valeur en joules pour pouvoir l'additionner avec l'énergie Q1. L'énergie totale que le four doit donc fournir, elle est de 1,1 fois 10 puissance 11 plus 4,2 fois 10 puissance 10, soit finalement 1,5 fois 10 puissance 11 joules. Nous avons donc presque terminé, mais nous souhaitions exprimer cette énergie en watts-heure et non en joules. Donc cette unité, elle est davantage utilisée en pratique en raison des différentes machines fonctionnant toutes à une certaine puissance. Nous verrons cela plus en détail dans les classes supérieures. Mais nous pouvons tout de même convertir notre énergie en watts-heure ici grâce aux données de l'énoncé. En effet, on nous dit ici qu'un watt-heure correspond à 3600 joules. Il nous suffira donc de diviser l'énergie en joules par 3600 pour trouver la valeur en watts-heure. Vous avez ici en effet un tableau de proportionnalité que vous pouvez également résoudre en faisant un petit produit en croix si vous préférez. Nous avons 1 fois 1,5 fois 10 puissance 11 qui est égal à 3600 fois x. En isolant le x, on retrouve bien que x est égal à 1,5 fois 10 puissance 11 divisé par 3600. Donc finalement, si on fait notre application numérique, on trouve que 1,5 fois 10 puissance 11 joules, ça équivaut à 4,2 fois 10 puissance 7 watts-heure. On peut là aussi laisser notre résultat avec deux chiffres significatifs, comme la donnée la moins précise de l'énoncé. Pour conclure cet exercice, l'énergie totale que doit fournir le four pour chauffer puis fondre 160 tonnes de fer, c'est 4,2 fois 10 puissance 7 watts-heure. Voilà qui conclut la correction de nos exercices sur les transformations physiques. Passons maintenant à la deuxième feuille qui contient 5 exercices sur les transformations chimiques. Commençons par le premier exercice avec quelques questions de cours dans un premier temps, puis l'écriture d'équations de transformation chimique dans un second temps. On souhaite déjà savoir ce qui va se conserver au cours d'une transformation chimique, puisque nous avons vu que contrairement aux transformations physiques, les molécules vont réagir entre elles pour finalement former de nouvelles molécules. Et nous aurons finalement des molécules différentes à la fin de la réaction. Cependant, lors d'une réaction de transformation chimique, les lois de conservation de la matière, elles doivent s'appliquer. C'est-à-dire que l'on doit avoir la conservation de la masse, que l'on pourra vérifier en regardant que le même nombre d'atomes est présent avant et après la transformation. Et la charge doit également être conservée. C'est-à-dire que si nos entités chimiques possèdent un excès de charge positive avant la transformation, on doit retrouver cet excès de charge positive après la transformation. Ensuite, à la seconde question, on souhaite rappeler ce qu'est une réaction exothermique, endothermique et athermique. Rappelons ici ce que nous avons vu dans le cours, à savoir qu'une réaction exothermique libère de la chaleur vers le milieu extérieur. C'est par exemple le cas d'une combustion. La réaction, elle va globalement produire de la chaleur. Et au contraire, une réaction chimique, elle va être endothermique si elle absorbe de l'énergie thermique du milieu extérieur. La réaction, elle va donc globalement absorber de la chaleur, ce qui va refroidir le milieu extérieur. Et c'est par exemple ce qui va se produire lors de l'électrolyse de l'eau. Quant à une réaction athermique, ceci nous ne l'avons pas vu dans le cours, mais une réaction athermique sera une réaction qui ne va pas influencer la température du milieu extérieur. Le préfixe A servant en effet à exprimer l'absence de transfert thermique. Passons à la troisième question où nous allons vouloir à présent écrire et équilibrer des équations de transformation chimique. La première étant la combustion de l'éthane dans le dioxygène, qui produira du carbone et de l'eau. On peut donc commencer par identifier les réactifs de cette transformation qui sont l'éthane de formule brute C2H6
et le dioxygène de formule brute O indice 2, pour signifier qu'une molécule de dioxygène est bien composée de 2 atomes d'oxygène. On place donc la formule brute de ces deux réactifs du côté gauche de la flèche pour signifier que ce sont les espèces présentes avant la transformation. Et on passe à l'identification des produits que l'on placera cette fois-ci à droite de la flèche pour signifier que ce sont des espèces qui sont présentes suite à la transformation. Ici, la réaction elle produit du carbone de symbole grand C, on note donc un grand C, et de l'eau dont la formule brute ne nous est pas rappelée, mais que l'on peut noter H2O, car on sait qu'une molécule d'eau est constituée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Il nous reste maintenant à voir si cette équation elle est bien équilibrée. On se rend vite compte que non, car on a 2 carbones parmi les réactifs contre un seul parmi les produits. On a également 6 hydrogènes dans les réactifs contre 2 dans les produits. Et enfin, 2 oxygènes dans les réactifs contre un seul dans les produits. Donc, on va s'intéresser en priorité aux molécules qui contiennent plusieurs atomes. Ce sera en effet plus simple d'ajuster les petites molécules composées d'un seul type d'atome à la fin, en leur donnant le bon coefficient stoichiométrique. Ici, on va vouloir avoir le même nombre d'atomes d'hydrogène à droite et à gauche. On pourrait tenter de mettre un 3 devant la molécule d'eau produite pour avoir directement 6 atomes d'hydrogène parmi les produits et parmi les réactifs. Cependant, si on fait ça, on va se retrouver avec 3 atomes d'oxygène parmi les produits contre seulement 2 parmi les réactifs, ce qui ne va pas nous simplifier les choses pour équilibrer nos atomes d'oxygène. On va donc préférer mettre directement un 6 devant notre molécule d'eau, ce qui va nous faire au final 12 atomes d'hydrogène parmi les produits. Et en mettant un 2 devant la molécule d'éthane, nous pourrons également avoir 12 hydrogènes parmi les réactifs, puisque chaque molécule d'éthane possède 6 atomes d'hydrogène. Et à ce moment-là, on va facilement pouvoir équilibrer les atomes d'oxygène en mettant le coefficient stoichiométrique 3 devant la molécule de dioxygène, pour en avoir 6 parmi les réactifs, vu que les 6 molécules d'eau produites impliquent qu'il y a 6 atomes d'oxygène parmi les produits. Finalement, l'atome de carbone étant tout seul, on va aussi pouvoir tranquillement l'ajuster à la fin. Nos 2 molécules d'éthane parmi les réactifs impliquent qu'il y a 4 carbones qui sont présents avant la transformation. Ils doivent être conservés. Nous mettons donc le coefficient stoichiométrique 4 devant le carbone au niveau des produits. Finalement, nos masses sont bien conservées puisque la quantité et la nature des atomes présents avant la transformation est la même qu'après la transformation. Ici, nous n'avons pas besoin de vérifier les charges puisque nous sommes en présence d'entités chimiques électriquement neutres, que ce soit parmi les réactifs ou les produits. L'ensemble est donc neutre avant la transformation et après, la conservation de la charge est automatiquement respectée. Passons à la seconde équation de transformation où on a des ions cuivre 2 qui réagissent avec des ions hydroxyde pour former de l'hydroxyde de cuivre 2. Commençons par identifier les réactifs et à noter leur formule brute à gauche de la flèche représentant la transformation. Nous avons donc des ions Cu2+, qui réagissent avec des ions HO-. Et donc tout cela pour former de l'hydroxyde de cuivre 2, qui est donc notre produit et dont la formule brute est CuOH2, que l'on va placer à droite de la flèche. Ici, l'indice 2 il va concerner tous les atomes se trouvant dans la parenthèse. Nous avons donc dans cette molécule 2 atomes d'hydrogène, mais aussi 2 atomes d'oxygène. Dans cette réaction, nous avons des ions et donc forcément des charges qui doivent être équilibrées. Vérifions cela, nous avons parmi les réactifs 2 charges positives sur l'ion cuivre et une charge négative sur l'ion HO-, ce qui nous donne un ensemble avec un total d'une charge positive. Or, parmi les produits, nous avons l'hydroxyde de cuivre qui, lui, il est électriquement neutre. On peut donc ajouter le coefficient stoichiométrique 2 devant l'ion HO- pour signifier que 2 ions hydroxyde doivent réagir avec un ion de cuivre 2. Ainsi, nous aurons 2 charges négatives qui se compensent avec les 2 charges positives parmi les réactifs, ce qui nous donnera un ensemble neutre avant comme après la réaction. Donc la conservation de la charge, elle sera bien respectée. Quant à la masse, finalement, une fois qu'on a mis ce coefficient stoichiométrique, on a 2 atomes d'hydrogène et d'oxygène à gauche comme à droite. Pour le cuivre, il y en a un chez les réactifs et un chez les produits également. Donc la masse, elle est aussi bien respectée. Et l'équation de transformation chimique, elle est équilibrée.
Passons au second exercice où on nous énumère des espèces chimiques qui sont présentes avant une transformation, donc à l'état initial, et des espèces chimiques qui sont présentes suite à la transformation, donc on dira à l'état final. On souhaite ici identifier avec le bon mot de vocabulaire quel est le rôle de chacune des espèces chimiques. Par exemple, on souhaite déjà dire quels sont les réactifs. Donc les réactifs, ce sont ceux qui vont être présents à l'état initial. Non seulement ils doivent être présents à l'état initial, mais ce n'est pas tout. S'ils réagissent ensemble pour former des nouvelles espèces chimiques, leur quantité, elle doit diminuer. Nos réactifs seront donc le métal de fer et les ions cuivre 2, puisque leur quantité de matière initiale elle était de 0,2 mol pour le fer et 0,3 mol pour les ions cuivre, et que suite à la transformation, on retrouve 0 mol pour le fer et 0,1 mol pour les ions Cu2+. Donc leur quantité de matière, elle a bien diminué. On a bien la preuve que ces espèces chimiques, elles ont réagi entre elles. Cherchons à présent les produits de cette transformation. Autrement dit, les nouvelles espèces qui ont été formées suite à la réaction chimique. On aura donc du métal de cuivre, de symbole Cu, et des ions Fer2, de symbole Fe2+, qui eux n'étaient pas présents à l'état initial. Donc ils sont apparus à l'état final, par conséquent ils ont bien été produits au cours de la réaction de transformation chimique. Ce sont bien eux les produits de notre réaction. Cherchons à présent quel est le réactif limitant. Donc réactif, comme son nom l'indique, ce sera l'un de nos deux réactifs, soit le métal de fer, soit les ions cuivre 2. Et puisqu'il est limitant, c'est celui des deux qui va disparaître en premier, provoquant ainsi l'arrêt de la réaction chimique comme nous l'avions vu dans le cours. Donc ici, il s'agira bien du métal de fer, puisque à l'état final, il en reste 0 mol. Autrement dit, il ne reste plus d'atomes de fer, et c'est pour cela que la réaction s'arrête. Le fer est notre réactif limitant. Au contraire, si la transformation s'arrête et qu'un des réactifs n'a pas entièrement réagi, comme c'est le cas des ions cuivre 2, dont il reste 0,1 mol à l'état final, et bien ce réactif, on l'appellera le réactif en excès. Donc le Cu2+, c'est notre réactif en excès. Passons aux dernières espèces chimiques à identifier. Dans cet exercice, les espèces chimiques spectatrices. Donc ce sont celles qui sont présentes au cours de la réaction, mais qui ne vont pas réagir. Ainsi, on va les retrouver de la même forme à l'état initial et à l'état final. Ici, on peut en observer deux. Déjà, il y a les ions sulfate, SO4 2-, dont il y avait 0,3 mol avant la réaction, et dont il reste 0,3 mol à l'état final. Donc ces ions, ils n'ont pas réagi. Et on peut aussi ajouter l'eau. En effet, les molécules d'eau, elles sont présentes au début et à la fin, mais elles ne semblent pas réagir pour former des nouvelles espèces. Passons au troisième exercice où nous avons une équation de transformation à écrire dans une première question et un vrai-faux avec 4 affirmations dans une seconde question. Commençons par l'équation de transformation chimique. On nous dit dans l'énoncé qu'on va chauffer un mélange d'oxyde de cuivre et de carbone qui vont réagir ensemble. Il s'agit donc ici de nos réactifs que l'on va écrire du côté gauche de la flèche. Et ils ont pour formule brute respective CuO et C. Ensuite, nous allons identifier quels sont nos produits au cours de notre réaction. Donc leur formule, elle ne nous est pas explicitement donnée dans l'énoncé, mais nous savons qu'il va se former du cuivre métallique. Donc le cuivre, c'est un corps pur simple comme le fer et l'aluminium. C'est un métal qui va être composé uniquement d'atomes de cuivre, donc de symbole Cu. On retrouve d'ailleurs un atome de cuivre dans l'oxyde de cuivre, et il sera normal d'aussi en retrouver dans les produits en vue de la conservation de la masse. Et nous avons également un deuxième produit qui ne nous est pas directement donné, mais dont on nous dit qu'il s'agit d'un gaz qui va troubler l'eau de chaux. Donc là, il faut essayer de se souvenir des tests de reconnaissance qu'on a fait au collège et que l'on a pu aussi rappeler dans un premier chapitre au niveau seconde. Donc lorsque l'eau de chaux devient trouble et qu'il se forme des précipités blancs, ça signifie qu'on est en présence de dioxyde de carbone. Donc notre deuxième produit, c'est du dioxyde de carbone, de formule brute CO2. Nous avons donc bien identifié nos produits que l'on place à droite de la flèche représentant la transformation. Il nous manque tout de même à vérifier que notre équation de transformation elle respecte bien les lois de conservation de la matière. Si on vérifie déjà la conservation de la masse, nous observons un atome de carbone de chaque côté de la flèche, ça c'est bon, un atome de cuivre de chaque côté, c'est bon aussi, mais on a seulement un oxygène
avant la transformation et on en a 2 après. Donc ça, c'est pas bon. Nous devons donc placer le coefficient stoichiométrique 2 devant la molécule d'oxyde de cuivre pour bien avoir 2 atomes d'oxygène de part et d'autre. Mais à ce moment-là, nous aurions 2 atomes de cuivre en réactif contre un seul en produit. Donc pas de problème, on peut également placer un coefficient stoichiométrique 2 devant l'atome de cuivre à droite de la flèche. Et à ce moment-là, nous avons bien le même nombre d'atomes de part et d'autre de notre flèche représentant la transformation. La masse, elle est donc bien conservée. Quant à la charge, aucun souci ici, nous avons des entités chimiques électriquement neutres avant la transformation comme après. L'ensemble est donc neutre avant et après la transformation. La conservation de la charge est bien respectée. Nous avons donc bien écrit notre équation de transformation chimique en suivant une méthode qu'on a finalement appliquée aussi dans les autres exercices. Déjà, on identifie et on note les réactifs. Ensuite, on identifie et on note les produits. Et enfin, on va aller équilibrer l'équation en respectant les lois de conservation de la matière, à savoir la conservation de la masse et la conservation de la charge. Passons maintenant au vrai-faux avec la première des affirmations qui nous dit qu'à la fin de la réaction, l'oxyde de cuivre et le carbone ont totalement réagi. Alors pour répondre à cette question, il faut savoir que si tous les réactifs réagissent entièrement, la réaction elle est totale. Et le rapport Ni sur A, c'est le même pour chacun des réactifs. Pour calculer ce rapport, il suffit de diviser la quantité de matière initiale du réactif par son coefficient stoichiométrique. Les quantités de matière qu'on fait réagir sont données dans l'énoncé et les coefficients stoichiométriques, on les a obtenus en fait en équilibrant notre équation de transformation. Ainsi, pour l'oxyde de cuivre, notre premier réactif, le rapport Ni sur A, il vaut 0,14, la quantité de matière initiale d'oxyde de cuivre, divisé par 2, puisqu'il y a un 2 devant la molécule d'oxyde de cuivre dans notre équation de transformation. Donc finalement, le rapport Ni sur A pour l'oxyde de cuivre, il vaut 0,07. Et pour notre deuxième réactif, le carbone, on a initialement 0,1 mol comme quantité de matière que l'on divise simplement par 1, puisqu'il n'y a pas de coefficient stoichiométrique devant l'atome de carbone dans notre équation de transformation. Et s'il n'y a aucun coefficient stoichiométrique, ça veut bien dire qu'il y a un seul atome de carbone qui réagit avec 2 molécules d'oxyde de cuivre. C'est donc comme si on avait le coefficient stoichiométrique 1 devant le carbone. Ainsi, le rapport Ni sur A pour le carbone, il va valoir 0,1. Et du coup, on voit bien qu'on n'a pas la même valeur de rapport Ni sur A pour chacun de nos réactifs. Donc au vu des quantités de matière initiale et de l'équation de transformation, notre réaction, elle ne sera pas totale. Les deux réactifs, ils n'auront donc pas totalement réagi et la proposition, elle est fausse. Deuxième affirmation, à la fin de la transformation chimique, il reste de l'oxyde de cuivre. Étant donné que nos réactifs ne sont pas présents en proportion stoichiométrique et que la réaction elle n'est pas totale, il va bien rester à la fin un réactif. Le réactif qui disparaît complètement, c'est celui qu'on appelle le réactif limitant, et celui qui reste, c'est celui qu'on appelle le réactif en excès. Or, on sait, on l'a vu dans le cours, que le réactif limitant, c'est celui qui possède le plus petit rapport Ni sur A. Et nous avions calculé ces rapports à la question précédente. Il valait 0,07 pour l'oxyde de cuivre et 0,1 pour le carbone. Finalement, l'oxyde de cuivre ayant la plus petite valeur pour ce rapport, c'est lui qui est le réactif limitant. Autrement dit, c'est lui qui va disparaître en premier. Autrement dit, à la fin de la transformation, il ne restera pas d'oxyde de cuivre. Et l'affirmation, elle est fausse. Et pour l'affirmation C, on nous dit qu'il reste du carbone à la fin de la transformation. Alors oui, si nos réactifs ne sont pas en proportion stoichiométrique, l'un des deux va disparaître en premier. Et puisque c'est l'oxyde de cuivre qui a le plus petit rapport et qui disparaît en premier, celui qui est le réactif limitant, du coup, à la fin de la réaction, il reste bien du carbone. Le carbone est en fait notre réactif en excès. Donc l'affirmation C, elle est vraie. Dernière affirmation, à la fin de la transformation, la quantité de cuivre a diminué. Attention, ici en fait on ne parle plus d'oxyde de cuivre, mais bien de cuivre. Et au vu de notre équation de transformation, et de l'énoncé d'ailleurs, le cuivre métallique c'est un produit de la transformation chimique. Et les produits en fait ce sont les espèces chimiques qui apparaissent à la suite de la transformation chimique. Ils n'étaient pas présents au début.
Donc par conséquent, la quantité de cuivre métallique, elle a augmenté à la fin de la transformation. Elle est passée de 0 à une certaine quantité. L'affirmation D, elle est donc fausse. Passons au quatrième exercice où nous allons étudier la réaction entre l'aluminium et l'acide chlorhydrique. Exercice classique avec une première question où nous devons écrire l'équation de transformation chimique. Nous allons donc reprendre la méthode utilisée dans les exercices précédents et commencer par identifier les réactifs. Ici, nous avons de l'aluminium, de symbole Al, qui réagit avec de l'acide chlorhydrique, qui lui est composé d'ion H+, et d'ion Cl-. Nous écrirons donc tous nos réactifs du côté gauche de la flèche. Al plus H+, plus Cl-. Passons à notre deuxième étape, l'identification des produits. On nous dit ici que la réaction elle va produire du dihydrogène de formule brute H2 ainsi que du chlorure d'alumine qui lui est composé d'un ion Al3+, ainsi que de 3 ions Cl-. L'espèce chimique elle est en effet électriquement neutre. Donc notons tous nos produits à droite de la flèche qui représente la transformation. On a H2 plus Al3+, plus 3 Cl-. Passons à la dernière étape et vérifions que les lois de conservation de la matière sont bien respectées. Et regardons déjà la conservation de la charge qui pour l'instant est bien respectée. En effet, on a un ensemble neutre à gauche avec une charge positive et une charge négative qui s'annulent. C'est également le cas à droite avec les 3 charges positives de l'ion alumine qui s'annulent avec les charges négatives des 3 ions chlorure. Donc regardons maintenant la conservation de la masse qui, elle, par contre, ne semble pas respectée. En effet, nous avons bien un atome d'aluminium de chaque côté de la flèche. Par contre, il n'y a qu'un seul hydrogène en réactif contre 2 en produit. Et on remarque aussi qu'il y a un seul atome de chlore en réactif contre 3 en produit. On va donc vouloir ajouter des coefficients stoichiométriques pour équilibrer tout ça. Mais attention, dans l'énoncé, on nous dit bien que le chlorure d'alumine, c'est composé d'un ion Al3+, et de 3 ions Cl-. À chaque fois que cette espèce chimique se forme, il y aura donc la formation de 3 ions chlorure et d'un ion alumine, pour un ensemble neutre. Et chez les réactifs, c'est aussi le cas. L'acide chlorhydrique, il est composé du même nombre d'ions H+, que d'ions Cl-. Ces deux ions, ils devront donc toujours être au même nombre, pour un ensemble électriquement neutre également. Ce nombre devra par ailleurs être pair, puisque la molécule de dihydrogène qui se forme en produit contient forcément 2 atomes d'hydrogène. Donc si on met 2 ions H+, on aura la formation d'une molécule de dihydrogène. Si on en met 4, on aura 2 molécules de dihydrogène formées. Si on en met 6, on aura alors 3 molécules de dihydrogène qui se forment, etc. Maintenant, on a dit qu'on voulait le même nombre d'ions Cl- que d'ions H+, parmi les réactifs. Du coup, les ions Cl-, on ne va pas pouvoir en mettre 2 au niveau des réactifs, puisqu'en produit, on en a déjà forcément 3 pour chaque chlorure d'alumine formé. 4, ça ne va pas nous arranger non plus. Par contre, si on met 6 ions Cl-, là, on va pouvoir en retrouver le même nombre en produit. En effet, si 2 chlorures d'alumine se forment, on aura également 6 ions Cl- dans ces 2 chlorures d'alumine, puisque chacune en possède 3. Et nous aurons forcément 6 ions H+, puisqu'en mettant de l'acide chlorhydrique comme réactif, on a forcément le même nombre d'ions H+, que d'ions Cl-. Cela impliquera que lors de la réaction, 3 molécules de dihydrogène seront formées. Autrement dit, nous allons bien avoir de part et d'autre de notre équation 6 atomes d'hydrogène. Et la masse sera conservée pour cet atome. Attention, avec toutes ces modifications, la masse n'est plus conservée concernant les atomes d'aluminium. En effet, on en a toujours un dans les réactifs, mais maintenant, il y en a 2 dans les produits. On peut facilement résoudre cela en mettant un 2 devant les atomes d'aluminium dans les réactifs. Notre équation elle est alors totalement équilibrée. Et nous avons en fait 2 atomes d'aluminium qui réagissent avec 6 acides chlorhydriques pour former 3 molécules de dihydrogène et 2 chlorures d'alumine. On peut revérifier rapidement la conservation de la charge. Nous avons bien toujours un ensemble électriquement neutre à gauche avec 6 ions H+ qui se compensent avec les 6 ions Cl- et un ensemble électriquement neutre à droite avec 6 ions Cl- qui se compensent cette fois avec 2 ions Al3+.
Et pour répondre à la deuxième partie de la question, qui est de commenter le rôle des ions Cl-, on remarque que c'est en fait la seule espèce qui est présente avant et après la transformation sans avoir réagi. Une telle espèce est appelée espèce spectatrice. Et en l'occurrence, puisqu'il s'agit d'ions, on peut dire que les ions Cl- sont des ions spectateurs. Deuxième question, on souhaite déterminer quel va être le réactif limitant de la réaction. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre équation de transformation pour avoir les coefficients stoichiométriques. Et nous allons aussi avoir besoin des quantités de matière initiale des réactifs qui nous sont donnés dans l'énoncé. Donc ceci dans le but de calculer le rapport Ni sur A pour chacun des réactifs. Commençons par calculer le rapport Ni sur A pour notre premier réactif, l'aluminium, dont on nous dit dans l'énoncé que nous allons faire réagir 0,1 mol, donc divisons 0,1 par 2, puisque 2 est le coefficient stoichiométrique de l'aluminium dans notre équation de transformation chimique. Passons à l'acide chlorhydrique, dont on fait réagir 0,6 mol, comme c'est indiqué dans l'énoncé, et dont le coefficient stoichiométrique est de 6, comme nous l'avons vu lorsque nous avons écrit l'équation de cette transformation. Le rapport Ni sur A pour l'acide chlorhydrique, il est donc de 0,6 divisé par 6, soit 0,1. Et finalement, ce nombre il est plus grand que celui trouvé pour le rapport de l'aluminium. Par conséquent, c'est l'aluminium qui est le réactif limitant, comme nous l'avions vu dans le cours, puisque c'est celui qui a le plus petit rapport pour Ni sur A. Donc avec les quantités de matière de l'énoncé, notre réaction elle ne sera pas totale, puisque l'aluminium va disparaître et la réaction va s'arrêter avant que tout l'acide chlorhydrique soit consommé. On nous demande à la troisième question quelle devrait être la quantité de matière initiale d'aluminium pour que tout l'acide chlorhydrique réagisse. Autrement dit, que les réactifs ils soient initialement présents dans des proportions stoichiométriques. Et nous avions vu dans le cours que pour que les réactifs soient présents en proportion stoichiométrique et que la réaction soit totale, il faut que le rapport Ni sur A il soit égal pour chacun d'entre eux, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et la seule chose que l'on peut modifier, c'est la quantité de matière de l'aluminium. Et on va vouloir que le rapport Ni sur A pour l'aluminium soit égal au rapport de l'acide chlorhydrique, à savoir 0,1. Pour cela, on pourra changer la quantité de matière. Puisqu'au vu de l'équation de transformation que nous avons écrite et qui est bien équilibrée, le coefficient stoichiométrique A de l'aluminium, il vaut forcément 2. Donc allons-y, trouvons cette quantité de matière initiale que l'on peut déjà appeler X. Et X sur 2, on sait que ça doit valoir 0,1 pour que nos réactifs soient en proportion stoichiométrique. En isolant le X, on trouve qu'il doit valoir 0,1 fois 2, à savoir 0,2. Donc finalement, la quantité de matière initiale d'aluminium que l'on doit mettre pour que la réaction soit totale, elle est de 0,2 mol. Bon, sachant qu'on met 0,6 mol d'acide chlorhydrique et que le rapport pour ce réactif, il vaut 0,1 bien sûr. Passons au cinquième exercice de cette séance avec cette fois-ci du propane de formule brute C3H8 qui est un gaz avec des bonnes propriétés pour être utilisé comme réfrigérant dans certains circuits, mais qu'on utilise avec précaution et en n'en mettant qu'une petite quantité de matière de 0,34 mol. Cela parce qu'il peut s'enflammer rapidement avec le dioxygène, grandement présent dans notre atmosphère. Nous avons donc les espèces chimiques présentes au cours de cette combustion, entre le dioxygène et le propane qui nous sont données. Nous allons étudier cette réaction de transformation chimique à travers 6 questions. Premièrement, on souhaite savoir quels sont les produits de cette combustion. Donc les produits étant les nouvelles espèces chimiques formées au cours de la transformation. Donc si on regarde les espèces chimiques qui ont été formées à l'état final, on voit que du CO2 est apparu ainsi que de l'eau, H2O. Le dioxygène restant ne fait pas partie des produits puisqu'il était déjà présent à l'état initial. Seconde question, on souhaite savoir quel a été le réactif limitant au cours de cette transformation. Donc le réactif limitant, c'est comme nous l'avons vu, celui qui disparaît en premier et qui met un terme à la réaction de transformation. Le dioxygène étant présent en abondance, et nous avons d'ailleurs commenté qu'il en restait à l'état final,
Le réactif limitant, ce sera bien ici le propane, puisque c'est lui qui disparaît complètement et qui n'est plus présent à l'état final. Troisième question, on souhaite justifier que la combustion du propane est complète. Donc c'est un peu difficile ici de dire que la réaction est totale, puisque un des deux réactifs, le dioxygène, est toujours présent à la fin de la transformation. Et nous venons d'ailleurs de dire que le propane est un réactif limitant de la transformation chimique. Cependant, le dioxygène il est présent en très grande quantité dans notre atmosphère. C'est l'un des deux gaz majoritaires. Il y a donc des molécules de dioxygène partout autour de nous. Et il est présent, quoi qu'il en soit, en quantité presque illimitée, entre guillemets. Ce n'est pas une réaction chimique qui va le faire d'un coup disparaître de notre atmosphère. Mais concernant le propane, qui est entre guillemets notre seul réactif, qui a une quantité limitée et qui va déterminer quand il y a réaction chimique ou non, et bien le fait qu'il ait complètement disparu peut nous indiquer que la combustion elle a été totale. On peut dire que puisque tout le méthane a disparu, la combustion a été complète. Quatrième question, on souhaite écrire l'équation de transformation chimique, en répétant donc la méthode vue lors des précédents exercices. Ici, ça va être plus facile, vu qu'on en a déjà parlé. Les réactifs que l'on place à gauche sont le propane, de formule brute C3H8, et le dioxygène, de formule brute O2. Et les produits, nous en avons déjà parlé aussi, il y a du dioxyde de carbone, de formule brute CO2, et de l'eau, de formule brute H2O, que l'on place donc à droite de la flèche représentant la transformation. Passons à notre troisième étape qui est d'équilibrer notre équation en vérifiant qu'elle respecte bien les lois de conservation de la matière. La charge ici ce sera facile vu qu'il n'y a pas d'ion. Regardons par contre la masse qui initialement ne colle pas. On a effectivement 3 atomes de carbone en réactif contre un seul en produit. 8 atomes d'hydrogène en réactif contre seulement 2 en produit. Et 2 oxygènes en réactif contre 3 en produit. 2 dans la molécule de CO2 et 1 dans la molécule d'H2O. Si on met un 4 devant la molécule d'H2O, on se retrouve directement avec 8 atomes d'hydrogène, ce qui équilibre déjà la masse pour ces atomes-là, puisque chacune des molécules d'eau possède 2 atomes d'hydrogène. Ensuite, on peut mettre un 3 devant la molécule de dioxyde de carbone pour équilibrer justement les atomes de carbone. On se retrouve alors avec 3 atomes dans la molécule de propane en réactif et 3 atomes dans les 3 molécules de dioxyde de carbone produites par la transformation chimique. Et enfin, il nous reste à équilibrer les atomes d'oxygène. Donc suite au coefficient stoichiométrique qu'on a placé précédemment, on a en produit 4 atomes d'oxygène dans les 4 molécules d'eau formées, plus 6 atomes d'oxygène dans les 3 molécules de dioxyde de carbone formées. On se retrouve donc avec un total de 10 oxygènes parmi les produits. Pour en avoir 10 dans les réactifs, il faut juste mettre un 5 devant la molécule de dioxygène. Donc on a 5 molécules de dioxygène qui réagissent avec une molécule de propane. Donc finalement la masse est bien conservée. En faisant réagir une molécule de propane avec 5 molécules de dioxygène, on obtient 3 molécules de dioxyde de carbone et 4 molécules d'eau. Quant à la charge, elle est forcément conservée. Nous n'avions que des espèces chimiques électriquement neutres de part et d'autre de notre flèche représentant la transformation. Passons à la cinquième question où l'on souhaite déterminer la quantité de matière de dioxygène qui a été consommée lors de la combustion. Pour cela, on va calculer les rapports Ni sur A en se servant donc des coefficients stoichiométriques que l'on vient de trouver en écrivant l'équation de transformation et la quantité de matière initiale de propane qui est de 0,34 mol, puisqu'on nous dit dans l'énoncé qu'on utilise du propane qu'en en mettant cette petite quantité. Et nous allons donc partir du fait que notre réaction est totale, que tous nos réactifs seront consommés à la fin de la transformation, et que du coup le rapport Ni sur A il sera égal pour le dioxygène et pour le propane. Concernant le propane, la quantité de matière initiale elle est de 0,34 mol, et le coefficient stoichiométrique, dans l'équation de transformation, il vaut 1. Il n'apparaît pas, mais on sait que si ça n'apparaît pas, ça veut bien dire qu'il y a une seule molécule de propane qui réagit avec 5 molécules de dioxygène. Donc le rapport Ni sur A pour le propane, il vaut 0,34 simplement. Maintenant, pour le dioxygène, on admet que notre réaction elle est totale et on veut donc trouver le même rapport Ni sur A, sauf qu'on connaît
le petit a, qui est le coefficient stoichiométrique présent dans l'équation de transformation, qui vaut donc 5 pour le dioxygène, mais on ne connaît pas la quantité de matière. C'est en effet ce qu'on cherche, et on peut appeler ça petit x. On sait donc que x sur 5 doit valoir 0,34. Si on isole le x, on trouve que x il doit valoir 0,34 fois 5, soit 1,7 mol. Et donc finalement, la quantité de matière de dioxygène qui va être consommée au cours de cette combustion, elle est de 1,7 mol. Bien sûr, on sait qu'il reste encore du dioxygène dans l'atmosphère en très grande quantité, mais la combustion, elle vient d'en consommer 1,7 mol. Enfin, pour la dernière question de cet exercice, on souhaite savoir si une telle réaction, elle est exothermique ou endothermique. On peut regarder une nouvelle fois l'énoncé où nous avons quelques indices. On nous dit en effet que le propane il est extrêmement inflammable, il va s'enflammer en présence de dioxygène, ce qu'on appellera une réaction de combustion. Finalement, nous allons donc avoir une réaction qui va libérer de la chaleur vers le milieu extérieur. On le visualise assez bien lorsqu'on pense à des flammes. Il y a une notion de chaleur qui est libérée. Et lorsqu'une transformation chimique libère de la chaleur vers le milieu extérieur, comme nous l'avions évoqué dans le cours, il s'agira d'une réaction exothermique. Et voilà qui conclut la correction de nos 5 exercices sur les transformations chimiques. Passons maintenant au dernier type de transformation de la matière et regardons la dernière feuille qui est dédiée aux transformations nucléaires. Dans le premier exercice, nous avons une série de 6 équations de transformation nucléaire que nous devons équilibrer pour que les lois de conservation de la matière soient bien respectées. Mais on doit aussi identifier s'il s'agit d'une réaction de fission, de fusion ou bien d'une désintégration spontanée. Regardons déjà la première où nous avons les charges qui sont déjà équilibrées. En effet, nous avions 92 protons avant la transformation dans le noyau d'uranium et on retrouve 92 protons après la transformation. Cette fois-ci, il y en a 36 dans le noyau de krypton et 56 dans le noyau de baryum. Maintenant, si on regarde la masse de ces atomes, autrement dit leur nombre de nucléons, nous en avions 236 à gauche de l'équation, 235 pour l'uranium plus 1 pour le neutron. Et à droite, nous en avons 233 pour les atomes de krypton et de baryum. Il en manque donc 3 pour que les masses soient équilibrées. Autrement dit, cette réaction elle va produire non seulement un atome de krypton et un atome de baryum, mais également 3 neutrons. Ainsi, les masses elles seront bien équilibrées avec 236 nucléons de part et d'autre de la flèche qui représente la transformation nucléaire. Les neutrons n'ayant aucune charge atomique, les charges restent bien équilibrées. Donc notre première équation est bien équilibrée et il s'agissait par ailleurs d'une réaction de fission nucléaire. En effet, lorsqu'on a un atome lourd qui se scinde en deux pour former deux atomes plus légers, il s'agit bien d'une fission nucléaire. Passons à notre deuxième équation qui concerne toujours un noyau d'uranium, mais cette fois-ci il s'agit de l'isotope 238 de l'uranium, que nous avons d'ailleurs évoqué dans le cours. Il va nous donner finalement du thorium ainsi que quelque chose d'autre que nous allons essayer de deviner en regardant les lois de conservation de la matière. Nous pouvons donc noter X, cet élément inconnu, et en fonction de ce que l'on trouve au niveau des lois de conservation de la matière, nous devinerons de quelle particule ou de quel élément est-ce qu'il s'agit. Déjà au niveau de la charge, nous avons 92 du côté gauche et à droite nous avons 90 plus le numéro atomique de notre particule ou de notre élément. Notre élément va donc posséder deux charges atomiques. Ainsi, nous aurons bien 92 de chaque côté et la charge sera bien conservée. Passons au nombre de masses. Cette fois-ci, nous avons 238 à gauche pour l'uranium et 234 à droite pour le thorium, plus le nombre de masses de notre élément. Notre élément, il a donc un nombre de masses qui est égal à 4. Et c'est bien un élément puisqu'il est composé de plusieurs nucléons, contrairement à une particule. Ainsi, on a bien 238 de chaque côté et la masse est elle aussi conservée. Quant à notre élément, celui qui possède 2 protons, c'est l'atome d'hélium. Vous pouvez le retrouver à la dernière colonne de votre tableau périodique puisqu'il s'agit d'un gaz noble. Et tout en haut puisque c'est l'un des atomes les plus légers. Ici, c'est donc un hélium 4 qui possède 4 nucléons.
Et pour répondre à la deuxième partie de l'énoncé, il s'agit ici d'une désintégration spontanée, étant donné que l'uranium-238 il est tout seul à gauche de la flèche de transformation. En fait, il va de lui-même se désintégrer pour donner naissance à un noyau fils qui sera plus stable. Cette réponse, elle suffit largement en classe de seconde. Même si nous avions commenté dans le cours que lorsque un noyau se désintègre parce qu'il est très lourd, comme l'atome d'uranium-238, et que la naissance du noyau fils est accompagnée de l'émission d'un atome d'hélium, il s'agit en fait d'une radioactivité de type alpha. Passons à l'équation de transformation suivante, où nous avons un élément à découvrir à gauche de la flèche, et la transformation nucléaire, elle va produire un atome d'hélium ainsi qu'un neutron. Le neutron étant donc une particule qui compte aussi pour un nucléon, mais dont la charge est nulle. Commençons donc par regarder les charges. Nous en avons deux à droite pour le noyau d'hélium produit, et nous devons donc en retrouver deux à gauche pour les éléments initialement présents. Et donc notre élément chimique inconnu à gauche, il aura forcément un proton, un seul proton, pour que la charge soit bien conservée. Et cet élément chimique qui n'a qu'un seul proton, c'est forcément un atome d'hydrogène. Regardons à présent son nombre de nucléons. Nous avons à la fin de la réaction 5 nucléons, 4 pour l'hélium plus 1 pour le neutron, ce qui nous en fait donc 5 en tout. On doit les retrouver également avant la transformation. Et vu qu'il y en a 2 dans le premier atome d'hydrogène, il devra forcément y en avoir 3 dans le second. Ceci pour que la masse soit bien conservée au cours de la transformation nucléaire. Finalement, c'est bien un atome d'hydrogène 3 qui s'assemble avec un atome d'hydrogène 2 pour former un atome d'hélium, le tout en éjectant un neutron. Autrement dit, c'est un deutérium et un tritium qui s'assemblent. Les isotopes de l'hydrogène, ce sont les seuls qui possèdent des noms particuliers. On appelle en effet l'hydrogène 2 le deutérium, l'hydrogène 3 le tritium. Par ailleurs, un atome d'hydrogène qui ne possède qu'un seul nucléon, donc juste un proton, on appellera ça un strontium. Mais juste pour répondre à la deuxième partie de l'énoncé, qui est de déterminer le type de transformation nucléaire, ici nous avons finalement deux atomes légers qui s'assemblent pour en former un plus gros. Nous sommes donc en présence d'une fusion nucléaire. Pour la quatrième équation, nous avons un élément dont le symbole est Pd, il s'agit donc du palladium, qui va donner comme noyau fils un atome d'argent de symbole Ag, et on cherche ici la particule qui est émise ou l'élément qui est émis au cours de cette transformation nucléaire. On peut la noter X pour l'instant, et commençons par regarder la conservation de la charge qui doit être respectée. Nous avions 46 pour le palladium, mais à la fin, nous avons 47 pour l'argent. Or, la charge, elle ne peut pas augmenter. Et du coup, il va falloir que la charge de notre particule, ce sera bien une particule, elle soit négative. Ainsi, nous aurons 46 charges positives de chaque côté de l'équation. Quant au nombre de masses, au nombre de nucléons, il est facile à vérifier ici. Nous avions 107 nucléons sur le palladium, nous en retrouvons 107 sur l'argent. Le nombre de masses de notre particule, il est donc égal à 0. Et finalement, notre particule émise, c'est un électron, donc de charge négative, et dont la masse, elle est négligeable par rapport à celle d'un nucléon, comme nous l'avions vu lors du cours sur la modélisation de la matière. Concernant le type de transformation nucléaire, il va s'agir ici d'une désintégration spontanée, puisque le noyau de palladium, il va se désintégrer tout seul pour donner un noyau fils d'argent, ainsi qu'une particule. Et même si ce n'est pas forcément demandé en classe de seconde, lorsqu'une désintégration s'accompagne de l'émission d'un électron, ainsi que d'un rayonnement électromagnétique, il s'agit d'une radioactivité de type β-. À présent, nous avons une transformation nucléaire avec du bismuth, qui va nous donner du plomb ainsi qu'une particule. Donc cette particule, elle a un nombre de masse négligeable, qui est donc de 0, et une charge positive puisque son numéro atomique c'est 1. Il s'agit ici d'un positon, l'antiparticule de l'électron, comme nous en avons parlé dans le cours. Nous cherchons ici en fait à retrouver le nombre de masses et le numéro atomique du bismuth pour équilibrer notre équation de transformation. Regardons déjà les charges. Nous avons un total de 83 après la transformation, 1 pour le positon plus 82 pour l'atome de plomb.
Le numéro atomique du bismuth sera donc forcément de 83, ce que nous pouvons d'ailleurs retrouver en allant chercher dans le tableau périodique. Et notre charge, elle est ainsi bien équilibrée. Passons au nombre de masses qui doit également être équilibré. Le positon ne comptant pas, nous avons finalement 208 nucléons après la transformation. Nous devons en avoir le même nombre avant la transformation. Et puisque le bismuth est tout seul avant la transformation, c'est lui qui possède l'entièreté des 208 nucléons. Et puisqu'il est tout seul du côté gauche de l'équation, nous dirons qu'il s'agit ici d'une transformation de désintégration radioactive, où on a un noyau pair qui va spontanément émettre un noyau fils ainsi qu'une particule. Et par ailleurs, si la particule émise est un positon, il s'agit de radioactivité de type β+, même si ceci n'est pas à retenir en classe de seconde. Passons à la dernière équation de transformation nucléaire où nous retrouvons cette fois-ci un atome d'uranium 235 qui cette fois-ci va produire du xénon ainsi qu'un autre élément. Donc le xénon, pour commencer, c'est un gaz noble que vous pouvez retrouver à la dernière colonne de votre tableau périodique. Et si vous allez voir dans votre tableau périodique, vous verrez que cet élément il possède 54 protons. On peut déjà commencer à remplir le numéro atomique du xénon dans l'équation de transformation. Et on peut s'intéresser à présent à la conservation de la charge. Nous avons à gauche 92 protons dans le noyau d'uranium. Et à droite, nous avons les 54 du xénon, plus ceux de l'élément X, dont nous ne connaissons pas encore la nature. Et les neutrons à droite, comme à gauche, n'ont aucune charge finalement. Puisqu'il nous faut 92 à droite et à gauche, pour arriver à 92 à droite, il manque 38. La réaction, elle va donc produire un xénon qui a 54 protons, plus un autre élément qui en a 38. Et les charges, elles seront ainsi équilibrées. Par ailleurs, ce second élément produit par la transformation nucléaire, nous pouvons l'identifier à présent, et ce n'est autre que le strontium, de symbole Sr, qui est en effet l'unique élément chimique qui possède 38 protons. Vous pouvez retrouver cet élément dans la deuxième colonne du tableau périodique. Il fait d'ailleurs partie de la famille des alcalinotéreux, comme nous l'avions évoqué dans la partie du programme sur la modélisation de la matière. Voilà, donc même si ce n'est pas demandé, on peut remplacer le symbole X de ce deuxième atome inconnu par le symbole du strontium. Et nous allons maintenant nous intéresser au nombre de nucléons que doit avoir cet atome de strontium, puisque les masses, elles doivent être aussi équilibrées. Et nous avons une masse de 236 à gauche, 235 pour l'uranium plus 1 pour le neutron. Et à droite, nous en avons 93 pour le xénon, plus 2 pour les neutrons, ce qui fait déjà 95. Et il va finalement nous manquer encore 140 pour arriver à 236 et que les masses soient bien équilibrées. Notre atome de strontium, finalement, il doit posséder 140 nucléons. Et ainsi, la masse, elle est bien conservée au cours de cette transformation nucléaire. Par ailleurs, nous avons une nouvelle fois un gros atome qui se scinde en deux atomes plus légers, sous l'injection d'un neutron d'ailleurs. Donc nous sommes une fois de plus en présence d'une réaction de fission nucléaire. Passons à l'exercice suivant sur le sous-marin à propulsion nucléaire qui utilise la fission de l'uranium-235 comme source d'énergie. On nous donne par ailleurs l'équation de transformation de fission nucléaire de l'uranium dans l'énoncé. On souhaite à la première question justifier le caractère nucléaire de cette transformation. Donc déjà nucléaire, le terme vient du latin nucleus qui signifie noyau. Et comme nous l'avions vu dans le cours, contrairement aux transformations physiques ou même chimiques, dans le cas d'une transformation nucléaire, c'est bien le noyau lui-même des atomes qui va être modifié au cours de la transformation. Et le fait que le noyau soit modifié, et notamment le nombre de protons, ça va impliquer que de nouveaux atomes vont être formés au cours de ce type de transformation. Donc comme nous l'avons vu dans le cours, les atomes X1 et X2, ils peuvent laisser place à de nouveaux atomes Y3 et Y4 par exemple. Et c'est plus ou moins ce qui se passe ici avec l'atome d'uranium qui était présent avant la transformation mais qui ne l'est plus après. Quant aux atomes de xénon et de strontium qui eux n'étaient pas présents avant la transformation, ils sont bien apparus. Donc ce sont de nouveaux atomes qui sont issus de la transformation nucléaire.
Donc oui, nous sommes bien en présence d'une transformation nucléaire. Maintenant, on souhaite justifier qu'il s'agit d'une transformation nucléaire de fission. Et une fission nucléaire, c'est caractérisé par un atome lourd qui va se scinder pour former deux atomes plus légers. Et c'est exactement ce que nous avons ici avec l'atome d'uranium qui se scinde pour donner naissance à un atome de xénon et un atome de strontium. De plus, une transformation de fission, c'est quelque chose que l'on va provoquer dans les réacteurs en bombardant l'atome très lourd avec un neutron. C'est également ce qui se passe ici. Donc oui, on est bien en présence d'une transformation nucléaire de type fission. On souhaite ensuite expliquer pourquoi cette transformation elle peut conduire à une réaction en chaîne. Alors nous avions dit que cette réaction elle est provoquée lorsqu'un neutron il va rencontrer un noyau d'uranium-235. Et lorsqu'on met de l'uranium-235 dans les réacteurs, on ne va pas mettre un seul noyau. C'est beaucoup trop minutieux à réaliser. Et comme on le voit dans l'équation de transformation, une réaction, elle va finalement éjecter deux neutrons. Donc ces neutrons, ils vont pouvoir aller percuter d'autres atomes d'uranium-235. Ce qui va finalement provoquer deux nouvelles réactions de fission nucléaire. Chacune d'entre elles éjectant à nouveau deux neutrons, qui vont eux aussi pouvoir aller percuter d'autres atomes d'uranium-235. Et finalement, tous les atomes d'uranium-235 présents, ils vont pouvoir être percutés par des neutrons étant éjectés par les réactions précédentes, ce qui va finalement provoquer un très grand nombre de fissions nucléaires. C'est pour cela que cette transformation elle va conduire à une réaction en chaîne. Pour la quatrième question, nous souhaitons expliquer ce que sont l'un pour l'autre les noyaux d'uranium-235 et 238. Nous avons parlé de ces deux noyaux dans le cours. Le noyau d'uranium-235, c'est celui qui est utilisé pour la fission nucléaire, tandis que l'uranium-238, c'est un noyau naturellement trop lourd, qui possède trop de nucléons et qui va se désintégrer naturellement en émettant un atome d'hélium. On vous dit d'ailleurs dans l'énoncé qu'un minerai d'uranium, il est constitué de 99,3% d'uranium-238 et de 0,7% d'uranium-235. Eh bien, ces deux éléments chimiques, ce sont tous deux des atomes d'uranium, étant donné qu'ils ont 92 protons. Ce numéro atomique, c'est en effet le numéro propre aux atomes d'uranium. En revanche, ces atomes, ils n'ont pas le même nombre de nucléons. Donc, en fait, ils ont un nombre différent de neutrons. L'uranium-238, il possède 146 neutrons dans son noyau, tandis que l'uranium-235, il n'en possède que 143. Donc ce sont finalement deux versions différentes de l'atome d'uranium, avec un atome qui est plus lourd que l'autre. Et comme nous l'avions déjà vu dans la partie du programme de chimie sur la modélisation de la matière, lorsque deux atomes ont le même nombre de protons, ils font partie du même élément chimique, mais s'ils ont un nombre différent de neutrons, on dit alors que ce sont des isotopes de cet élément. Donc l'uranium-235 et l'uranium-238, ce sont des isotopes de l'uranium. Passons au troisième exercice de cette séance sur le projet Krusty de la NASA qui visait à concevoir un réacteur nucléaire pour alimenter une base spatiale sur la planète Mars. Pour la première question, on nous demande de justifier à travers l'équation de transformation nucléaire qui nous est donnée dans l'énoncé que l'on a bien aussi une réaction de fission produite dans le réacteur. Donc comme nous l'avions dit à l'exercice précédent, une réaction de fission, c'est caractérisé par un atome lourd qui va se scinder en deux pour produire deux atomes plus légers. C'est bien ce qui se passe ici avec l'uranium-235 qui se scinde en deux pour produire un atome de xénon et un atome de strontium. En plus de ça, une réaction de fission nucléaire, c'est une transformation qui est provoquée. On retrouve donc deux éléments à gauche de la flèche de la transformation et plus précisément un élément, l'uranium, et une particule, un neutron, que l'on envoie percuter le noyau d'uranium-235 dans les réacteurs pour déclencher la fission. On souhaite à la deuxième question calculer les valeurs de A, donc le nombre de masses, et de Z, donc le numéro atomique pour l'élément strontium. Ce que nous savons, c'est qu'au cours d'une transformation nucléaire, les lois de conservation de la matière, elles s'appliquent. Donc la masse des entités à gauche de la réaction doit être égale à la masse des entités à droite.
Et les charges à gauche, elles doivent également être égales de part et d'autre. Commençons par vérifier les charges, autrement dit les numéros atomiques Z de nos entités, ce qui va être plus facile puisque les neutrons n'ont aucune charge, comme vous le savez. Donc à gauche, nous avons uniquement les 92 charges de l'uranium, et à droite, nous avons les 54 charges pour le xénon, plus le numéro atomique du strontium, et c'est tout, puisque les 3 charges des neutrons, ça va nous donner 3 fois 0. Donc le numéro atomique du strontium plus 54, ça doit être égal à 92. Autrement dit, le Z du strontium, il vaut 92 moins 54, donc 38. Passons à la vérification de la masse, où les neutrons ils vont à présent compter, puisqu'ils ont une masse non négligeable. Ils sont d'ailleurs eux-mêmes considérés comme un nucléon. Et nous avons donc 236 nucléons à gauche de l'équation, les 235 de l'uranium plus le neutron. Et à droite, nous avons les 93 du xénon, plus les 3 neutrons, ce qui nous fait déjà 96 nucléons, auxquels il va falloir ajouter ceux du xénon. Et pour passer de 96 à 236, il manque 140 nucléons. L'atome de strontium, il possède donc en tout 140 nucléons, puisque la masse, elle doit être conservée. Et parmi eux, 38 sont des protons, comme nous l'avions vu en vérifiant la charge. Et comme nous pouvons également aller le vérifier en regardant dans le tableau périodique des éléments. Pour la troisième question, on souhaite calculer l'énergie ΔE' produite par la réaction pour une masse d'1 kg d'uranium-235. On nous donne d'ailleurs l'énergie ΔE produite par la fission d'un seul noyau d'uranium-235. Demandons-nous déjà combien est-ce qu'il y a d'atomes d'uranium-235 dans 1 kg d'uranium-235. Nous allons pouvoir répondre facilement à cette question puisque nous avons la masse d'un noyau d'uranium-235 qui nous est donnée et qui vaut 3,9 fois 10 puissance moins 25 kg. Et si on divise une masse de 1 kg par la masse d'un noyau d'uranium, on va trouver le nombre de noyaux d'uranium présents dans ces 1 kg. C'est la même chose ici que de se demander combien est-ce qu'il y a de pommes dans une cagette si on sait que la cagette elle pèse 1 kg et qu'on connaît la masse d'une seule pomme qui serait de 100 g par exemple. On visualise bien que dans cette cagette il y aura 10 pommes et c'est bien le résultat qu'on va obtenir en divisant 1 kg par la masse d'une seule pomme. Alors ici, en divisant 1 kg par la masse d'un atome d'uranium, on obtient bien le nombre d'atomes d'uranium, qui est de 2,6 fois 10 puissance 24. Petite remarque ici, vous devez forcément trouver un très grand nombre, étant donné qu'un atome, c'est une entité très légère, de l'ordre de 10 puissance moins 25 kg pour l'uranium. Donc si on trouve un résultat avec 10 puissance 24, c'est un très grand résultat, et donc c'est cohérent. Vu que 10 puissance 9, c'est déjà 1 milliard, donc 10 puissance 24, c'est beaucoup. Autre remarque sur ce nombre que nous venons de trouver, il ne possède pas d'unité. En effet, il s'agit juste d'un nombre, le nombre d'atomes d'uranium qu'il y a dans 1 kg. Bref, nous avons trouvé ce nombre d'atomes et nous savons que la fission de chacun d'entre eux, elle va libérer une énergie ΔE qui vaut 2,87 fois 10 puissance moins 11 joules. On veut donc calculer l'énergie ΔE' qui va être libérée par la fission d'1 kg d'atomes. Autrement dit, l'énergie qui va être libérée par la fission de 2,6 fois 10 puissance 24 atomes. Il va donc nous suffire ici de multiplier cette énergie ΔE par ce très grand nombre d'atomes. Et en multipliant 2,87 fois 10 puissance moins 11 par 2,6 fois 10 puissance 24, on obtiendra alors une énergie de 7,5 fois 10 puissance 13 joules. Un très grand nombre puisque la fission d'1 kg d'uranium, elle va libérer une très grande énergie. On n'oublie pas de mettre l'unité en joules ici puisqu'on a bien une énergie. On pourra aussi laisser le résultat avec seulement 2 chiffres significatifs puisque la masse du noyau d'uranium nous était donnée avec 2 chiffres significatifs également. Passons à l'exercice suivant sur le projet Daedalus mené de 1973 à 1978.
Donc ceci pour concevoir une sonde interstellaire à propulsion nucléaire. Son objectif, c'était d'atteindre une étoile qui était située à près de 6 années-lumière. Donc tout ceci grâce à une propulsion engendrée par une réaction de fusion, dont l'équation de transformation nous est d'ailleurs donnée dans l'énoncé. On souhaite justement à la première question, au vu de cette équation de transformation nucléaire, dire qu'il s'agit bien d'une réaction de fusion. Et une transformation de fusion nucléaire, c'est une réaction au cours de laquelle deux atomes légers vont s'assembler pour former un atome plus lourd. Et c'est exactement ce que nous avons ici avec de l'hydrogène 2, que l'on appelle le deutérium, qui s'assemble avec de l'hélium 3. Le tout pour former un atome d'hélium 4, qui est un atome possédant 4 nucléons et qui est donc déjà un atome plus lourd que les deux atomes initiaux. Reste que dans cette équation, un autre élément est formé, ou plutôt une particule, comme on nous le dit dans la question 2, et on souhaite l'identifier. Pour cela, nous allons devoir trouver son numéro atomique Z et son nombre de masse A, sachant qu'au cours d'une transformation nucléaire, les lois de conservation de la matière, elles doivent s'appliquer. Si on regarde déjà les numéros atomiques, sachant que la charge, elle doit être conservée, puisque nous avions un total de 3 charges avant la transformation, une dans le deutérium et 2 dans l'hélium 3, on doit les retrouver après. Et sachant que le numéro atomique de l'hélium c'est 2, il manque une charge qui est forcément dans la particule. Si on regarde maintenant le nombre de masses, donc le nombre total de nucléons, à gauche nous en avions un total de 5, 2 nucléons pour le deutérium et 3 pour l'hélium 3. Tandis qu'à droite, il y en a 4 pour l'hélium 4. Il en manque donc forcément un après la transformation qui va se retrouver dans notre particule. Donc le nombre de masses de celle-ci, il est forcément égal à 1 puisque les lois de conservation de la matière, elles doivent être respectées. Et si on s'intéresse à cette particule, qui n'a qu'un seul nucléon, puisque A est égal à 1, eh bien on sait que ce nucléon c'est en fait un proton, puisque Z aussi vaut 1. Donc c'est bien un nucléon avec une charge, autrement dit un proton. On peut répondre que la particule émise au cours de cette réaction est un proton. C'est une réponse qui est déjà suffisante. Maintenant, on peut aussi considérer que c'est un atome, puisque les atomes existent à partir du moment où ils ont un proton. Et lorsqu'un atome possède un proton, il s'agit forcément d'un atome d'hydrogène. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de protium, l'isotope de l'hydrogène qui ne possède qu'un seul nucléon. Pour la dernière question, on souhaite savoir quelle est l'énergie qui serait libérée par la fusion de 2 × 10 puissance 7 kg d'hélium 3. Autrement dit, quelle est l'énergie obtenue lorsqu'on fusionne 20 000 tonnes d'hélium 3. On nous donne déjà l'énergie que fournit la fusion d'un seul atome d'hélium 3, qui vaut 3,02 × 10 puissance moins 12 joules. Et on nous donne aussi dans les données de l'énoncé la masse d'un seul atome d'hélium 3. Et puisque l'on sait l'énergie fournie par un seul atome, on va essayer de savoir combien est-ce qu'il y a d'atomes dans 20 000 tonnes d'hélium 3. On pourra ensuite trouver l'énergie que fournissent tous les atomes en multipliant l'énergie fournie par un seul par le nombre trouvé. Donc pour savoir combien il y a d'atomes d'hélium 3 dans 20 000 tonnes, on va diviser 20 000 tonnes par la masse d'un seul atome. Autrement dit, on divise 2 × 10 puissance 7 par 4,98 × 10 puissance moins 27. On peut reprendre ici l'exemple de la cagette de pommes qui pèse 1 kg en tout et on veut savoir combien de pommes est-ce qu'il y a dedans. On divise donc la masse de cette cagette par la masse d'une seule pomme. Attention, pour trouver le bon résultat, il faut bien que les deux masses elles soient exprimées dans la même unité, en l'occurrence en kilogrammes. Donc ici, notre masse totale de matière elle est de 20 tonnes, on la note en kilogrammes, donc 2 × 10 puissance 7, et on divise par la masse de l'entité dont on veut savoir le nombre, donc la masse d'un atome d'hélium 3, pour finalement trouver que dans 20 000 tonnes d'hélium 3, il y a 4,02 × 10 puissance 33 atomes. On peut laisser le résultat ici avec 3 chiffres significatifs, le 4, le 0 et le 2, pour garder la même précision que les données de l'énoncé.
on cherchait le nombre d'atomes contenus dans une très grande masse de matière. Il est donc normal d'obtenir un très grand nombre comme résultat. Et par ailleurs, on cherchait juste un nombre d'atomes. Donc ce nombre, ce résultat, il ne possède pas d'unité. Nous savons donc à présent combien est-ce qu'il y a d'atomes d'hélium 3 dans 20 000 tonnes d'hélium 3. Et nous savons que chacun d'entre eux, il va libérer une énergie de 3,02 fois 10 puissance moins 12 joules. Il nous suffit donc de multiplier cette énergie par le nombre d'atomes présents dans les 20 000 tonnes pour trouver que l'énergie E', qui est fournie par ces 20 000 tonnes d'hélium 3, elle est finalement de 1,21 fois 10 puissance 22 joules. Une très grande quantité d'énergie donc que l'on peut laisser avec 3 chiffres significatifs pour garder la même précision que les données de l'énoncé. Passons au 5e exercice de cette séance, un exercice sur la désintégration spontanée des atomes, qui a d'ailleurs permis de déterminer plus précisément l'âge de la Terre grâce à des minéraux qui initialement ne contenaient pas de plomb, mais qui avec le temps vont en contenir de plus en plus, du fait notamment que les atomes d'uranium-238 vont se désintégrer au cours du temps. On nous dit donc que dans une première étape, le noyau d'uranium-238 il se désintègre, devenant ainsi un noyau de thorium et émettant au passage un noyau d'hélium. On souhaite déjà donner la composition du noyau d'uranium-238. L'écriture symbolique de cet atome nous étant donnée, on se rappelle que le nombre en bas à gauche correspond au numéro atomique, autrement dit le nombre de protons. Il est de 92 pour un atome d'uranium. Quant au nombre de neutrons, il n'est pas directement donné dans l'écriture symbolique, mais on peut le calculer, puisque l'on sait que le nombre de masse de cet atome, il est de 238. Donc ça veut dire qu'il a 238 nucléons. Et parmi ces 238 nucléons, il y en a 92 qui sont des protons. On sait alors qu'il va en rester 146 qui seront des neutrons. Donc ce noyau d'uranium, pour sa composition, il contient 92 protons et 146 neutrons. Deuxième partie de la question 1, on souhaite à présent écrire l'équation de transformation nucléaire de la désintégration de l'uranium-238 en thorium. Il s'agit d'une désintégration spontanée et par conséquent, à gauche de la flèche de la transformation, nous n'aurons que l'uranium-238 qui va se désintégrer tout seul. Et il va donc devenir un atome de thorium, dont nous allons chercher le numéro atomique Z et le nombre de masse A, le tout en émettant un atome d'hélium 4, comme cela nous est dit dans l'énoncé. On place donc à droite de la flèche l'atome de thorium plus celui d'hélium. Et on sait qu'au cours d'une transformation nucléaire, les lois de conservation de la matière doivent être respectées. Nous avions donc 92 protons avant la réaction dans l'atome d'uranium. Nous devons les retrouver après la transformation. Et puisqu'il y a 2 protons dans l'atome d'hélium, cela signifie qu'il en reste 90 dans l'atome de thorium. Ainsi, la charge elle est bien conservée au cours de la transformation. On peut par ailleurs vérifier le numéro atomique du thorium en allant regarder dans le tableau périodique. Le thorium, c'est en effet l'élément chimique qui possède 90 protons. Maintenant, pour le nombre de masse A, ou bien le nombre de nucléons de cet atome, il ne va pas apparaître dans le tableau périodique, on va devoir le calculer. Mais la conservation de la masse devant être respectée, on sait qu'on doit retrouver du côté droit de la flèche de transformation les 238 nucléons qui étaient présents dans l'atome d'uranium. Et puisque l'on sait qu'il y en a déjà 4 dans l'atome d'hélium, cela signifie qu'il va en rester 234 dans l'atome de thorium. Et la conservation de la masse est ainsi bien respectée. Nous avons donc bien écrit notre équation de transformation, elle est bien équilibrée. Et pour répondre à la question de l'énoncé, le numéro atomique du thorium Z1, il est de 92. Et le nombre de masse du thorium A1, il est de 234. Maintenant, nous n'avons pas encore obtenu le plomb qui va nous permettre de dater les minéraux suite à une série de désintégrations. Il y a en effet une deuxième étape où le noyau de thorium il va à son tour se désintégrer pour donner cette fois-ci un atome de protactinium. Et nous allons d'ailleurs voir une deuxième équation de transformation où on nous demande de trouver la particule qui va être émise et qui va accompagner la naissance de l'atome
de protactinium. Donc dans cette équation, on connaît déjà les valeurs du numéro atomique et du nombre de masses pour le thorium. Celles du protactinium nous sont également données. Il nous manque celle de la particule A2 et Z2 à trouver. Commençons par le nombre de masses A2. Nous avions avant la transformation 234 nucléons pour le thorium. Et nous retrouvons ces 234 nucléons dans l'atome de protactinium. Par conséquent, d'après les lois de conservation de la matière, le nombre de masses A2 de notre particule, il doit être égal à 0 pour que la masse soit bien conservée. Quant au numéro atomique, le nombre de protons, il était de 90 avant la transformation et suite à la transformation, on doit également avoir 90 pour que la charge soit bien conservée. Or, il y a déjà 91 protons dans l'atome de protactinium. Il faut donc une charge négative pour venir compenser ce proton en trop. Et on va retrouver de part et d'autre de la flèche de transformation un numéro atomique total de 90. Notre équation de transformation, elle est donc complète et bien équilibrée. Intéressons-nous à la particule émise pour pouvoir répondre complètement à la question numéro 2. La particule émise possède un nombre de masse nul, donc ce n'est pas un nucléon. C'est donc une particule beaucoup plus légère, dont la masse elle est négligeable devant celle d'un proton ou d'un neutron. Cela peut donc être un électron, dont la masse est de l'ordre de 10 puissance moins 31 kg, contre 10 puissance moins 27 kg pour les nucléons, comme nous l'avions vu lors du cours sur la modélisation de la matière. Et c'est effectivement un électron, étant donné que sa charge elle est bien négative. Comme nous l'avions vu dans le cours, la désintégration spontanée elle peut également être accompagnée d'émissions de positons, donc avec une charge positive et un nombre de masse nul. Mais ici, ce n'est pas le cas, nous avons bien l'émission d'un électron pour répondre à la question 2. Petite remarque ici, même si ce n'est pas vraiment à savoir en classe de seconde, nous l'avions évoqué lors du cours et nous allons donc le rappeler un peu ici. Nous avions eu à la première étape de la désintégration l'émission d'un noyau d'hélium, ce qui correspond à une radioactivité de type alpha. Et à la deuxième étape, celle de la désintégration du thorium, elle s'est accompagnée de l'émission d'un électron. Donc il s'agissait cette fois-ci d'une radioactivité de type β-. Et il va encore se succéder pas mal d'étapes de désintégration avant l'apparition du plomb qui va lui nous permettre de dater les minéraux. Nous n'allons pas voir toutes ces étapes dans cet exercice, mais l'équation globale de ces désintégrations successives, elle nous est donnée à la question 3. Et on souhaite savoir combien d'atomes d'hélium seront finalement émis au cours de ces désintégrations successives. Donc la particule X de cette équation, nous l'avions déjà identifiée, ce sont des électrons de nombre de masse 0 et de numéro atomique -1. Il y en aura au total 6 qui seront émis au cours des désintégrations successives. Et nous ici, ce qu'on souhaite savoir, c'est combien d'atomes d'hélium seront émis en tout. Donc peu importe le nombre de désintégrations, les lois de conservation de la matière, elles doivent toujours être respectées. Commençons par regarder la masse, ce sera un calcul un peu plus simple puisque chacun des électrons a une masse nulle. Nous avions donc avant les transformations successives, 238 nucléons dans l'atome d'uranium et nous devons les retrouver après. Sachant qu'il y en a 206 dans le plomb, 0 dans les 6 électrons et 4 dans chacun des atomes d'hélium. Et pour arriver à 238, si on retire les 206 nucléons présents dans le plomb, il va manquer en réalité 32 nucléons dans les atomes d'hélium. On va pouvoir résoudre cette équation en isolant le petit n qui nous donnera combien d'atomes d'hélium sont nécessaires pour que la masse soit bien équilibrée. Et on trouve finalement qu'il faut 8 atomes d'hélium pour obtenir ces 32 nucléons. En effet, en isolant le petit n, on trouve qu'il est égal à 32 divisé par 4, soit 8. Et donc ces 32 nucléons, des 8 atomes d'hélium, en plus des 206 nucléons du plomb, nous donnent bien 238 nucléons en tout, soit le même nombre qu'il y avait dans le noyau d'uranium avant les désintégrations successives. On peut vérifier que le nombre trouvé est exact en regardant les numéros atomiques. Nous en avions 92 avant la transformation, on doit les retrouver après.
Et après la transformation, il y a 82 charges dans l'atome de plomb, ainsi que 6 charges négatives dans les 6 électrons, ce qui nous ramène à 76 charges. Et les atomes d'hélium doivent nous permettre d'arriver à 92. S'il y en a 8, cela donnera bien 16 charges. Donc avec celle du plomb et des électrons, on arrive bien à 92. La charge, elle est elle aussi conservée si et seulement si 8 atomes d'hélium sont émis au cours des désintégrations successives. Donc que l'on ait choisi de trouver ce nombre en regardant la conservation de la charge ou la conservation de la masse, en tous les cas, pour obtenir une équation équilibrée comme celle-ci, on doit trouver que 8 atomes d'hélium sont émis au cours des transformations de l'uranium-238 en plomb. Et voilà qui conclut notre séance de correction d'exercice sur les transformations de la matière.